Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Nous allons attendre quelques instants que tout le monde rentre dans la salle. Vous avez été 713 à nous demander une connexion, donc c'est un petit peu long le temps que ça arrive. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre connexion de ce matin. Un petit sujet qui semble intéresser, j'allais dire la foule, parce que un peu plus de 700 personnes souhaitent suivre ce webinaire. Donc, merci pour votre confiance et votre présence ce matin pendant cette période fiscale. J'espère qu'elle se déroule au mieux. Une petite présentation de Force Patrimoine, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Force Patrimoine est un organisme de formation, hein. On est exclusivement tourné vers les formations de conseil patrimonial pour les experts comptables afin de vous accompagner pour créer votre pôle patrimonial, pour le structurer et puis surtout hein, qu'il devienne rentable et sécuriser vos missions patrimoniales. Vous pouvez nous retrouver donc sur des formations, on va en parler juste après. Vous pouvez également nous retrouver tous les mois, en début, première semaine de chaque mois, généralement le jeudi. Nous avons Flash Marché qui va décrypter l'actualité économique, fiscale, patrimoniale. Et pour la thématique du jour, nous avons une actualité mensuelle crypto. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, hein, n'hésitez pas à vous connecter à nos webinaires et puis des webinaires ponctuels tels que celui de ce jour. C'est le troisième webinaire concernant la crypto hein, que nous avons initié depuis octobre dernier. Donc, si vous souhaitez voir les replays, puisque les webinaires sont enregistrés, voir le replay des deux précédents, n'hésitez pas à nous le demander. Nous ferons passer les liens concernant ces webinaires. Deux formations à venir en cycle, un cycle certificat expert crypto, 3 jours, hein, tourné vers la comptabilité, la fiscalité, la structuration des sociétés qui investissent, donc qui ont des cryptos. Société à l'IS, hein, on va se cibler, tout comme le webinaire de ce jour, exclusivement sur les sociétés à l'IS. Donc, n'hésitez pas, QR code pour récupérer le programme ou le site internet de Force Patrimoine pour récupérer le programme de cette formation. Donc, c'est une formation qui aura lieu à distance. Le certificat expert comptable patrimonial 120 heures, hein, qui est à sa septième promo, donc qui débute le 2 novembre 2026, qui se terminera donc le 14 janvier, toujours à distance, tourné vers le conseil patrimonial, tourné vers les cas pratiques essentiellement. Bien sûr, on revalide un petit peu la théorie, mais on essaye d'axer au maximum ces 15 jours sur de la pratique, pratique métier de l'expert comptable, pratique métier de l'expert comptable patrimonial. Eh bien, on va retrouver pour ce deuxième webinaire Anthony Pisano, expert comptable, président fondateur de Expert Crypto, qui va se présenter et puis qui va nous répondre sur ces 10 points, 10 questions qu'il a sélectionnées pour les sociétés à l'IS qui ont de la crypto. Anthony, je te laisse la parole. Et bon Merci webinaire à Fred. tous. Bonjour à tous. Donc, je me présente Anthony Pisano, je suis expert comptable. J'ai créé mon cabinet Ex Nihilo il y a à peu près 1 an et je me suis très vite intéressé aux cryptoactifs. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mon mémoire deck sur le sujet et je me suis vite rendu compte qu'il existait peu d'offres adaptées aux experts comptables pour les accompagner et ce de manière globale dans leur mission de présentation des comptes détenant des actifs numériques. C'est la raison pour laquelle j'ai cofondé Expert Crypto. Donc, effectivement, on est sur une série de webinaires où on essaie de faire quand même du pratico-pratique, l'histoire que vous puissiez en fait mettre en place et mettre en œuvre tous les conseils qu'on vous donne dans votre cabinet pour que la mission soit un succès. Alors, au Et programme de ce si je webinaire, coupe,
Je te coupe, juste, j'ai oublié de préciser si vous avez des questions, ben justement, c'était marqué là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez dans la rubrique Q et R et vous nous posez toutes vos questions. Excuse-moi, Antoine. Exactement. Le webinaire, il sera d'environ 45 minutes et après, s'en suivra une série de questions-réponses en fonction de ce que vous nous posez. Donc, au programme de ce webinaire, on va voir donc les points de vigilance d'un dossier crypto. Donc, on va se remettre un petit peu dans un contexte global. Ensuite, on va voir ensemble les 10 points opérationnels à maîtriser, c'est-à-dire 10 points qui sont essentiels au niveau de votre mission et que vous pourrez contrôler durant cette période fiscale pour vérifier si votre dossier est bien traité. Et ensuite, on verra ensemble comment industrialiser vos missions crypto. Alors, remettons-nous dans un contexte. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez des cryptos dans votre dossier? Eh bien, il y a quatre raisons principales à cela. La première, c'est la diversification patrimoniale. On est dans une situation où les rendements sont relativement faibles pour la trésorerie de nos clients. Et de ce fait, certains clients qui ont déjà investi dans l'immobilier, dans la bourse, cherchent à diversifier leur patrimoine et ces actifs numériques en fait, se sont hissés comme une nouvelle classe d'actifs sont une très bonne alternative à cela. Ensuite, vous avez l'accessibilité technologique. Effectivement, les cryptos commencent à exister depuis un certain temps, mais ce n'est que depuis peu qu'elles sont accessibles à tout et chacun, même si vous n'avez pas en fait de culture technologique et informatique. Donc effectivement, les plateformes comme Binance, Kraken, CoinHouse se sont vachement améliorées et permettent donc à n'importe quel utilisateur de pouvoir se connecter. D'ailleurs, on voit de plus en plus de plateformes qui prennent en charge les comptes pour les personnes morales. Ensuite, et le dernier cycle a été marqué par cet effet de marché, cette médiatisation, où on voit que le Bitcoin et les autres cryptoactifs ont eu une forte visibilité, notamment avec l'entrée des ETF, et donc ce qui a suscité un grand engouement au niveau du public. Et enfin, et c'est paradoxal parce que les crypto-monnaies à la base ne sont pas réellement faites pour ça, on a des nouveaux cas économiques parce que aujourd'hui, les crypto-actifs, si vous regardez vos clients, l'utilisent principalement soit pour spéculer, soit pour avoir des rendements passifs, mais très peu pour avoir des réels usages économiques comme le paiement en crypto. Et on se rend compte que de plus en plus de professionnels, alors que ce soit des commerçants, que ce soit des prestataires de services, souhaitent être payés en crypto. Alors soit pour des raisons pratiques, soit pour des idéologies, soit pour un phénomène de différenciation par rapport aux concurrents. Et de ce fait, on se rend compte que les cryptos s'invitent dans ces dossiers-là. Donc voilà, c'est un peu les quatre raisons principales qui expliquent pourquoi vos clients ont des cryptoactifs dans leur dossier. Donc on va partir d'un cas très simple qui va être un peu notre cas fil rouge tout au long de ce webinaire. On part donc du coup de notre client qui achète en janvier 2026 0,5 Bitcoin à 50 000 euros. Donc il a investi 25 000 euros. Ensuite, en juin 2026, il décide d'en revendre 0,3 au cours de 70 000 euros. Donc, il fait une vente de 21 000 euros, dont 6 000 euros de plus-value. Il va lui en rester 0,2 qui vont être valorisés en décembre 2026 au cours de 90 000 euros, soit une valeur de 18 000 euros. Donc là, moi, je vous présente le schéma économique et vous, comme vous êtes expert comptable, vous avez donc cette vision qui se sépare en trois phases. Mon client a investi 25 000 euros. Il a fait une vente de 21 000 euros pour laquelle je dois constater une plus-value de cession de 6 000 euros. Et ensuite, je dois valoriser le portefeuille à la date de clôture pour 18 000 euros avec un gain à temps de 8 000 euros. Eh bien, on va garder ce cas relativement simple pour expliquer ensuite toutes les notions qu'on va voir dans le webinaire. Donc, quelques rappels essentiels de notre précédent webinaire. Vous, au sein du cabinet, vous allez rencontrer grosso modo trois types de profils. Le particulier, notre bon père de famille, qui souhaite investir une partie de son épargne personnelle dans les cryptoactifs, où là, on en avait retenu que les règles étaient simples, mais que les mises en œuvre étaient complexes. C'est une mission que vous allez rencontrer lors des déclarations d'impôt sur le revenu, donc qu'après votre campagne fiscale. Et donc, est-ce qu'il est important pour l'expert comptable de le maîtriser? Eh bien, oui, parce que mine de rien, ça vous donne quand même de la crédibilité et c'est important pour vous de maîtriser ces bases-là. Maintenant, est-ce que la mission est facile à mettre en œuvre? Eh bien, nous avons vu dans le précédent webinaire que non, et je vous laisse peut-être revoir le replay si vous voulez en savoir plus. Ensuite, on avait nos structures donc semi-transparentes ou l'investisseur professionnel en entreprise individuelle qui lui donc souhaite investir dans les cryptoactifs. Et là, on a retrouvé des règles, que les règles étaient complexes et que les interprétations étaient nombreuses. Qui plus est, ce sont les dossiers les moins fréquents que vous pouvez rencontrer. Donc là, on est dans le cas où la difficulté est maximale pour le traitement du dossier et la fréquence est minimale. Donc, est-ce qu'il est important pour l'expert comptable de le maîtriser? Bien, c'est là où ça va être le plus difficile à mettre en place dans votre cabinet. Et enfin, on en vient à nos structures à l'IS, où là, ça va concerner donc notre investisseur qui souhaite spéculer ou bénéficier de rendements passifs.
Ça va concerner nos commerçants et nos professions libérales qui souhaitent encaisser leurs prestations ou leurs ventes et le professionnel crypto. Donc là, du fait qu'on soit dans une structure à l'IS, les règles sont relativement claires et le succès de la mission repose sur la mise en place de processus à mettre en place en amont. La fréquence, il est quand même relativement fréquent de rencontrer ce type de dossier et donc c'est vers ce cas-là que se concentre donc l'importance de maîtrise de l'expert comptable. Ensuite, il faut bien différencier ce dans quoi votre client investit. Est-ce que pour lui, ce sont des jetons utilitaires ou ce sont des jetons non utilitaires? C'est-à-dire l'intention d'utiliser ces cryptoactifs. Eh bien, l'ANC 2026, alors effectivement, il y a eu donc le nouveau règlement de l'ANC 2026 qui est paru le 9 janvier, qui vient encore nous préciser que les jetons sont dits utilitaires s'ils présentent une utilité dans l'activité principale de la société. Et là, je vous laisserai vous référer au commentaire IR3 qui nous rappelle à ce sujet, donc, que un jeton est très rarement utilitaire pour les clients que nous rencontrons. Effectivement, moi, en tant qu'expert comptable, si dans ma structure, j'achète du Bitcoin pour spéculer, eh bien, ce ne sera pas un jeton utilitaire parce qu'il ne présente pas une utilité dans l'activité principale de la société. Donc, je me place dans la catégorie des jetons non utilitaires, comme 95% finalement des investissements que vous allez rencontrer pour vos clients. Et c'est là qu'on va retrouver donc nos investisseurs à but spéculatif et nos commerçants encaissant des cryptos. Et donc, je le comptabilise en instrument de trésorerie. Je passe relativement vite sur ces parties parce qu'on les avait vachement développées dans le précédent webinaire. Donc, une fois avoir repris un petit peu ce contexte, nous allons pouvoir voir ensemble le point de vigilance d'un dossier crypto. Donc, le premier point de vigilance, c'est comprendre la stratégie d'investissement du client. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas traiter un dossier crypto si vous ne connaissez pas le schéma économique qu'il y a sous la stratégie de mon client. Donc là, je vous ai mis les 5 stratégies les plus répandues que vous pourrez rencontrer. La stratégie de hold, les stratégies de trading, stratégie de minage et stratégie de stacking. Et vous pouvez voir que les objectifs pour chacune de ces stratégies sont différents. Quand je décide de hold, c'est que je décide d'acheter des cryptos et de les conserver sur le long terme. Parce que mon objectif, c'est une augmentation du cours sur le long terme. À la différence du trading, où là, par contre, je décide d'échanger des cryptos et ce à une fréquence relativement importante parce que je souhaite spéculer sur le court terme. Donc, je cherche une augmentation des cours sur le court terme. À la différence, par contre, des deux autres stratégies, où pour le minage, je vais mettre à disposition une puissance de calcul en contrepartie de quoi je vais obtenir donc des frais de transaction et des récompenses. Et le stacking, où là, par contre, je vais mettre à disposition des fonds, donc je suis délégataire, où je vais donc aussi obtenir des frais de transaction et des récompenses. Donc, vous voyez que les objectifs et le schéma économique est relativement différent. Et de ce fait, les sources de revenus sont différentes. Et si les sources de revenus sont différentes, alors le schéma comptable qui en découle est aussi différent. Pour ma stratégie de hold et ma stratégie de trading, je souhaite avoir des gains sur la variation du cours. Donc, je sais qu'en tant qu'expert comptable, je vais comptabiliser des plus ou moins values. Par contre, quand je fais du minage, je mets à disposition une puissance de calcul en contrepartie de quoi j'ai des récompenses. Donc là, je suis plutôt sur une prestation de service. Et si par contre, ce n'est pas l'activité principale, dans ce cas-là, je serai sur une prestation de service annexe, comme 708. À la différence aussi du stacking, où je mets à disposition là des fonds pour obtenir aussi des frais de transaction et des récompenses. Et là, je l'assimile plutôt à un prêt de cryptoactifs, en contrepartie de quoi je reçois des rendements passifs compte 67. Donc, c'est vachement important et on va y revenir tout au long de ce webinaire sur de comprendre le schéma économique qui résulte de ma stratégie. Ensuite, je dois identifier les plateformes et les portefeuilles utilisés. Donc là, je vous ai mis 2 exemples de fiches d'identité de portefeuille que vous pourrez reproduire dans vos dossiers qui vous permettent d'identifier chacun de ces portefeuilles. Soit, et j'ai 2 cas, soit mon client utilise des portefeuilles centralisés, soit des portefeuilles décentralisés. Si je suis dans le cas d'un portefeuille centralisé, tout d'abord, je vais devoir numéroter ce portefeuille. C'est-à-dire que si mon client a 3 portefeuilles pour sa société, eh bien lui, par exemple, sera le portefeuille numéro 1 sur la plateforme Binance et je dois récupérer un fichier des transactions. Donc, nous verrons principalement les 2 façons de le récupérer. Et là, je noterai sur ma fiche que j'ai récupéré les transactions de telle date à telle date et je mettrai la date de récupération. Par contre, s'il exerce sur la blockchain, donc il a un portefeuille dit décentralisé, eh bien là, je vais avoir mon portefeuille numéro 2 et il va m'indiquer son adresse publique. Et cette adresse publique va me permettre donc de récupérer les transactions dont nous verrons comment juste après. Et je vais lister donc les différentes blockchains. Donc c'est très important là aussi d'identifier toutes les plateformes et tous les portefeuilles qu'utilise mon client parce que grâce au schéma économique, je vais pouvoir comprendre quelles transactions vont avoir lieu à quel moment.
Ensuite, il faut mesurer le volume et la complexité des transactions. Et pour ça, en fait, je reviens donc au tableau que je vous ai montré tout à l'heure avec mes différentes stratégies. Chacune de ces stratégies a un volume de transactions auquel on s'attend. Quelqu'un qui fait du hold, il va vouloir donc acheter des cryptoactifs et les conserver sur le long terme. Donc, je m'attends à un volume de transactions relativement faible, à la différence de quelqu'un qui fait du trading, où là, par contre, je suis à haute fréquence et donc j'ai un volume élevé. Et là, tout ce critère-là, repose sur une organisation de votre côté au niveau du dossier. C'est-à-dire que je ne vais pas traiter de la même manière un volume de transactions faible et un volume de transactions important. Je vais donc choisir le collaborateur qui va s'en occuper. Est-ce que ce collaborateur est plus ou moins à l'aise avec les cryptoactifs? Je vais aussi devoir regarder le temps qu'il va allouer à cette mission. Si la mission a un volume de transactions relativement faible, il y passera peut-être moins de temps et ce sera peut-être plus simple pour lui plutôt que si nous sommes sur une stratégie qui nécessite donc un volume de transactions important. De la même manière, il y a aussi la complexité des mécanismes. Moi, je vous ai présenté la stratégie de hold, où du coup, j'achète mes cryptoactifs et les conserve. Donc, vous avez rapidement compris ce qu'il en était. Maintenant, lorsqu'on décrit la stratégie de minage et de stacking, certains qui ont une appétence dans les cryptoactifs comprennent de quoi il s'agit, mais il faut une certaine acculturation. Donc, on ne s'adresse pas aux mêmes collaborateurs pour traiter ces missions-là et pour traiter celles-ci. Donc, il y a vraiment un processus organisationnel à mettre en place de votre côté. Et ensuite, un critère vachement important sur lequel je souhaite vraiment insister, c'est la compatibilité avec d'autres stratégies. C'est-à-dire que moi, je vous présente les stratégies comme si un client allait se présenter devant vous en vous disant, bien moi, je vais faire que du hold. Et en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et dans la plupart du temps, les clients vont en gros cumuler les stratégies. Donc, je vous donne l'exemple, quelqu'un qui fait du minage et qui va miner du Bitcoin, ben, il aura vachement tendance à le conserver, ce Bitcoin. Et donc, vont se mêler deux stratégies, une stratégie de minage et une stratégie de hold. Donc, c'est pour ça que cet ensemble de critères me permet à moi de faire une fiche standardisée pour mon client pour ensuite savoir à quoi m'attendre en fonction de son schéma économique et des portefeuilles que j'aurai identifiés. Ensuite, il faut vérifier la traçabilité des flux. Alors, nous sommes sur un dossier crypto, donc nous sommes sur un dossier qui est à vigilance renforcée au niveau des normes anti-blanchiment. De ce fait, il faut que nous soyons irréprochables à ce sujet et pour cela, il faut identifier les zones à risque. Donc, je vous ai présenté là une cartographie qui vous permet, à vous, en tant qu'expert comptable, de vous poser sur un dossier et de visualiser les différentes zones à risque. Donc là, il y a trois étapes. Les apports de la stratégie, les transactions réalisées au niveau de la stratégie et les retraits au niveau de la stratégie. Si on se focalise sur les apports, se pose d'abord la question de la nature des apports. Est-ce que les apports se font en crypto-monnaie? Si les apports se font en crypto-monnaie, dans ce cas-là, je suis dans une zone à risque parce qu'il est relativement complexe quand même de déterminer la provenance des fonds. D'accord? Ou alors votre client devra vous justifier cette provenance. Mais nous sommes dans une zone à risque qui demande des explications. De la même manière, si cet apport est effectué en fiat personnel, là aussi, je suis dans une zone à risque où je vais demander l'origine des fonds. Mais enfin, ce cas-là, vous le retrouvez aussi dans n'importe quel dossier. Si sur n'importe quel dossier traditionnel, votre client apporte en compte courant 100 000 euros, vous allez bien sûr lui demander l'origine des fonds. Et ensuite, en Fiat Pro, bien sûr, il n'y a rien à signaler. C'est le client, depuis son compte pro, depuis son 512, il vient alimenter donc son portefeuille crypto. Aussi, il y a la fréquence des apports. Si l'apport il est unique, rien à signaler. Si par contre j'ai des apports multiples, notamment en crypto ou en fiat personnel, eh bien là aussi, je dois m'alerter. Ensuite, au niveau des opérations, eh bien là, j'en réfère en fait aux précédentes étapes que que je vous ai montrées. C'est-à-dire que moi, j'ai déterminé mon schéma économique, j'ai déterminé mes portefeuilles. Par exemple, si mon client fait du stacking et que je sais qu'il reçoit à peu près chaque semaine quelques centaines d'euros au titre de ses rendements. Si d'un coup, je vois entrer un flux de l'ordre de 20 000 euros, eh bien, je peux me poser la question, est-ce que ce flux entrant concerne exclusivement les gains des stratégies? S'il ne concerne pas les gains des stratégies, dans ce cas-là, je dois lui demander de me fournir un justificatif sur l'origine des flux. Donc, c'est une zone à risque. Et après, on retrouve exactement la même logique pour les flux sortants. Et enfin, à l'étape des retraits, eh bien là aussi, je dois identifier la nature des retraits. Soit le client fait un retrait en crypto-monnaie, c'est-à-dire que d'un coup, je vois un flux sortant sur un des portefeuilles pour un montant assez élevé. Eh bien, dans ce cas-là, c'est une zone à risque où je dois lui demander la destination des fonds. Par contre, s'il le fait en fiat, c'est-à-dire en euros, bon, ben là, effectivement, je n'ai rien à lui demander puisque ça revient sur le compte professionnel de la société. Et se pose aussi la question de la fréquence des retraits. Donc, vous voyez, la norme anti-blanchiment,
au niveau des cryptos, c'est pas quelque chose de transcendant. C'est juste que ça demande de l'organisation et ça demande de la méthode. Mais une fois que vous avez compris le schéma économique, que vous avez identifié vos portefeuilles, rien ne vous empêche à vous de faire cette cartographie-là et de repérer les zones à risque pour vos clients. Et ensuite, il faut que vous anticipiez les risques pour le cabinet. Alors, j'aime pas parler de risques parce que ça, c'est quand on ne maîtrise pas. Quand on commence à maîtriser, on peut plutôt parler de points d'attention. Et là, il y a trois catégories de points d'attention. Au niveau technique, fiscal et organisationnel. Au niveau technique, il faut que vous obteniez la liste exhaustive des portefeuilles. Donc, dans ce cas-là, il faut déterminer un processus pour que votre client vous communique la liste exhaustive des portefeuilles. Ensuite, il faut que vous obteniez les exports. Donc, on va revenir après comment les obtenir. Et il faut que vous ayez les moyens de traitement nécessaires. Donc, il faut que vous équipiez d'un logiciel adapté pour vous accompagner dans le traitement de ces transactions. Il faut que vous puissiez identifier ces transactions. Donc, pourquoi les identifier? Eh bien, pour pouvoir les traiter comptablement, correctement. Donc, soit via une pré-comptabilisation du logiciel que vous aurez choisi, soit vous, en collaboration avec le client, pour déterminer à quoi correspondent les différentes transactions. Et ensuite, il faut que vous satisfaisiez à votre devoir de conseil. Donc ça, ce devoir de conseil qui est directement lié à la lettre de mission que vous allez adapter pour cette mission. Nous y reviendrons. Ensuite, vous avez la catégorie fiscale, donc une mauvaise interprétation des textes. C'est vrai qu'il est possible de mal interpréter les textes parce qu'il y a eu pendant plusieurs années, là effectivement les mises à jour fiscales commencent à se faire puisque, rappelons-nous, les innovations technologiques allaient à une telle allure sur ces dernières années qu'il était difficile pour le législateur de suivre. Mais là, les mauvaises interprétations commencent quand même à diminuer, on les retrouve quand même beaucoup sur les sociétés semi-transparentes. Ensuite, il faut que vous ayez la bonne valorisation, choisir le bon cours. Parce qu'effectivement, toutes les transactions crypto sont faites en crypto. La comptabilité, jusqu'à preuve du contraire, est faite en euros. Et donc, vous, il faut que vous ayez le bon cours. Et donc, il faut que vous vous posiez la question de euh, comment est-ce que je vais choisir mes cours. Ensuite, il faut que vous conserviez les éléments probants, que vous documentiez votre dossier de travail. Et il faut que vous respectiez cette norme au niveau LCBFT. Au niveau organisationnel, il faut que vous adaptiez votre lettre de mission, notamment pour circonscrire votre devoir de conseil. Il faut que vous formiez vos collaborateurs. Effectivement, vous ne pouvez pas vous-même, et ça vous le savez, réaliser tout seul cette mission. Donc, soit de manière diffuse dans le cabinet, soit de manière concentrée, il faut que vous mettiez en place un plan de formation au niveau des collaborateurs. Il faut que vous segmentiez vos clients. Est-ce que vous allez choisir de traiter les particuliers? Est-ce que vous allez choisir de traiter les sociétés semi-transparentes? Est-ce que vous allez vous focaliser sur les sociétés à l'IS? Donc voilà, c'est tout un travail en amont et là, on est presque sur l'aspect commercial. Parce qu'après, de la segmentation des clients, en découle la tarification de la mission, qui est une mission qui est à forte valeur ajoutée pour le client, pour autant qu'elle soit rentable pour le cabinet. Donc voilà, sur cette partie 1, je vous ai présenté les différents points de vigilance. Maintenant, nous allons voir ensemble les 10 points opérationnels à maîtriser, c'est-à-dire les 10 points à mettre en place dans votre cabinet pour vérifier si les dossiers ont correctement été traités pendant cette période fiscale. Alors, en premier lieu, c'est l'adaptation de la lettre de mission. Effectivement, alors j'ai accompagné plusieurs cabinets dans la mise en place donc d'un pôle crypto au sein de leur cabinet. Et l'une des premières étapes est donc d'adapter la lettre de mission. Et la majorité m'a répondu au début qu'ils ne souhaitaient pas adapter la lettre de mission parce qu'ils avaient peur, entre guillemets, de la réaction du client. Et c'est une mauvaise réaction. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas adapter la lettre de mission fait que les cabinets vont vouloir euh, faire une facturation euh, après avoir réalisé la mission. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas, la mission ne peut pas être à la fois rentable pour vous et à forte valeur ajoutée pour le client si vous n'adaptez pas votre lettre de mission en amont. C'est-à-dire si vous ne différenciez pas les honoraires concernant la mission crypto. Parce qu'on est sur des honoraires à forte valeur ajoutée, on est sur une mission qui est complètement décorrélée de la volumétrie ou du temps passé. Et donc, vous devez pour cela montrer au client pourquoi vos honoraires sont aussi importants. Et si vous prenez cette mission pour rendre service au client, sans en amont mettre en place les processus, eh bien, vous allez vous retrouver avec une mission qui va être trop chronophage pour vous. Vous allez essayer de facturer un temps qui finalement ne pourra pas être facturable tellement vous y aurez passé un temps conséquent. Et même la surfacturation que vous aurez fait, même si vous facturez 700, 1000 euros, l'histoire d'essayer de rattraper le coût, ben, le client va le prendre comme un affront parce que lui, de son côté, il n'aura fait que 50 ou 100 transactions. Donc, il n'aura pas l'impression que le volume était assez important pour justifier ces honoraires-là. Un client, il faut bien se rendre compte qu'il n'a pas l'impression de déranger le cabinet.
en investissant dans les cryptos. Il ne se rend pas compte de tout le travail que cela demande. Donc, c'est pour ça que l'avenant à la lettre de mission ou la mise en place d'une nouvelle lettre de mission permet de bien montrer au client qu'on se lance dans un nouvel accompagnement et que cela justifie des honoraires adaptés. Donc ça, c'est pour l'aspect financier, l'aspect commercial. Ensuite, et surtout, cette lettre de mission va vous permettre de circonscrire le périmètre de la mission. C'est-à-dire que votre obligation, votre devoir de conseil et votre obligation de moyens va peut, peut, peut déboucher sur des conseils techniques du type accompagner le client dans le choix du portefeuille, accompagner le client dans le choix de la plateforme. Et vous, en tant que cabinet, vous êtes dans votre droit de dire non, mais je ne souhaite pas accompagner mon client sur ces points techniques-là. Je veux soit qu'il se débrouille par lui-même, soit qu'il soit accompagné par quelqu'un d'autre, mais le cabinet ne souhaite pas l'accompagner là-dedans. Eh bien, ça, il faut que vous l'indiquiez dans votre lettre de mission, de sorte à ce que votre obligation, votre devoir de conseil, votre responsabilité, pardon, ne soit pas mise en cause si jamais. Ensuite, cette adaptation à la mission va nécessiter de nouvelles obligations et donc une nouvelle répartition des travaux. Je vous donne un exemple. En nouvelle obligation, on peut penser à la communication de la liste exhaustive des portefeuilles. Eh bien là, je vous recommande à ce que cette nouvelle obligation incombe au client et non au cabinet. Comment est-ce que le cabinet pourrait s'assurer que le client a communiqué l'exhaustivité de la liste des portefeuilles? Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment que vous ayez une checklist d'un certain nombre de points à lister et que vous adaptiez votre lettre de mission en conséquence. C'est vraiment important, à la fois pour votre responsabilité et pour l'aspect commercial de la mission. Ensuite, un point numéro 2, et ça, je l'ai dit à demi-mot en fait dans la première partie, il faut que vous créiez un schéma des flux des portefeuilles identifiés. Vous connaissez le schéma économique de votre client. Votre client vous a communiqué chacun de ses portefeuilles et vous a indiqué à quoi correspondait chacun de ses portefeuilles. Eh bien, à vous de créer un schéma des flux, notamment avec les fiches d'identité que je vous ai montrées dans la première partie, et de matérialiser ces flux par des flèches entre les portefeuilles. Donc là, on reprend notre exemple de première partie, notre client qui a investi donc ces 25 000 euros pour acheter 0,5 Bitcoin. Donc, de son compte bancaire, il y a eu un flux qui est passé donc de son compte bancaire vers son portefeuille Binance pour 25 000 euros. D'accord? Au niveau de son portefeuille Binance, il a converti ces 25 000 euros en 0,5 Bitcoin. Et ensuite, il les a transférés dans un portefeuille Ledger pour fiabiliser la conservation de ces cryptos. Donc, si on regarde bien, entre ces deux portefeuilles, je ne dois avoir que ce qu'on appelle des interwallets. Les interwallets, c'est ni plus ni moins que des virements internes entre portefeuilles appartenant à une même société. Donc, si moi, expert comptable, je vois un flux sortant de ce portefeuille Ledger sans qu'il y ait de réciprocité au niveau du portefeuille Binance, eh bien là, de ce fait, je dois m'alerter parce que je sors du schéma que j'avais imaginé pour mon client, pour sa stratégie-là. Et c'est vachement important de créer ce schéma parce que c'est ce qui va vous permettre de vous repérer et c'est ce qui va vous permettre de fiabiliser la mission. Ensuite, en point numéro 3, je dois déterminer où récupérer les transactions. Et là, je vais vous répondre, ben, ça dépend où est-ce que votre client évolue. Soit il évolue sur une plateforme centralisée du type Binance, CoinHouse, Kraken. Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. C'est soit vous avez un logiciel adapté qui va se connecter en API sur la plateforme et permettre de récupérer automatiquement les transactions, soit votre client vous transmet un fichier CSV que vous allez du coup retravailler pour comptabiliser les transactions. Ou soit votre client évolue directement sur les blockchains, Bitcoin, Ethereum, Solana. Et dans ce cas-là, vous allez récupérer les transactions en entrant l'adresse publique que vous avez du coup remplie dans la fiche du portefeuille que j'ai présenté à la première partie. Et du coup, vous allez la rentrer dans l'explorateur blockchain et vous allez pouvoir récupérer les transactions sur les différentes blockchains. Donc ça, vous pouvez utiliser un explorateur blockchain, je vous donne Blockscan par exemple, ou vous pouvez utiliser aussi des agrégateurs. Les agrégateurs, c'est ni plus ni moins que des sites qui vous permettent donc d'agréger les différentes blockchains, de récupérer les transactions de plusieurs blockchains en même temps pour une adresse publique donnée. Et quelquefois, ces agrégateurs ont des interfaces qui sont quand même un peu plus intuitives. Mais attention, vous ne pouvez pas fiabiliser votre mission sur ces agrégateurs. Pourquoi? Parce que ils ont des mises à jour régulières et donc les formats d'export peuvent changer selon les périodes. Ensuite, en point numéro 4, vous avez le choix de la source d'écho. Donc là aussi, ça dépend où est-ce que votre client évolue. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il n'existe pas de cours officiel pour les cryptos. Donc, à vous de déterminer, et ce de manière cohérente, le cours que vous allez utiliser pour réaliser votre mission.
Donc là, soit votre client évolue sur une plateforme centralisée, et dans ce cas-là, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le cours de la plateforme, et ce pour deux raisons. La première, c'est que généralement, généralement, le cours se trouve dans le fichier de transaction où il est récupérable directement dans les API. Et la deuxième, c'est que souvent, vous allez voir des conversions qui vont être effectuées, puisque c'est un peu l'essence même des stratégies crypto. Donc, en tant qu'expert comptable, ce que vous allez voir, c'est donc un flux sortant. Je crédite mon 522, je débite mon 580, et un flux entrant. Je débite mon 522, je crédite mon 580. Vous, en tant qu'expert comptable, vous allez vouloir que ce 580 soit soldé. Or, ce 580 ne peut être soldé que si les cours entre les deux cryptos qui ont permis la conversion cadrent parfaitement. S'il y a un écart, ne serait-ce que de quelques centimes, vous allez vous retrouver du coup avec un 580 qui ne va pas être soldé. Et donc, si on se projette dans une stratégie de trading, on va très vite se rendre compte que le 580 peut prendre des proportions importantes. Donc, pour éviter ces écarts, eh bien, je préconise donc d'utiliser le cours de la plateforme sur lequel s'est réalisé l'échange. Par contre, si mon client exerce sur blockchain, dans ce cas-là, ce que je préconise, c'est d'utiliser des agrégateurs de marché comme CoinMarketCap, CoinGecko. En fait, ces agrégateurs de marché, ils permettent de récupérer une moyenne de toutes les plateformes crypto sur le marché et cette moyenne est pondérée. C'est-à-dire qu'il va y avoir un coefficient qui va être adapté au volume de transactions qui sont réalisées sur les plateformes. Autant vous dire, c'est la meilleure moyenne que vous pourrez trouver de toute votre vie. Donc voilà, c'est les deux sources de cours que je préconise sur plateforme centralisée et sur blockchain. Ensuite, vous avez le choix de la méthode des stocks. Effectivement, donc vous, dans votre mission, vous allez devoir tenir des stocks de crypto pour pouvoir comptabiliser des plus ou moins values. Eh bien, le règlement de l'ANC nous préconise donc, nous autorise deux méthodes, le CMUP et le PEPS. Donc, je ne vous fais pas l'affront de vous remettre les grands principes de chacune de ces méthodes. On va juste parler de l'interprétation. Le CMUP, pour tout le monde qui a pratiqué entre le CMUP et le PEPS, on est tous d'accord pour dire que il est beaucoup plus simple à appliquer la méthode du CMP que la méthode du PEPS. Et je vais même aller encore plus loin. Un client, la plupart du temps, sur 90% de vos clients, lorsque vous allez parler avec eux, ils ne vont même pas avoir à l'esprit une méthode PEPS. Eux, quand ils vont parler, ils vont avoir à l'esprit une méthode CMUP. C'est-à-dire souvent, ils vous disent, bah, j'ai acheté des cryptos et je les ai achetés, mon Bitcoin, je l'ai acheté sur un prix moyen de 50 000 euros. Mais il va raisonner en prix moyen. Donc, si votre comptabilité commence à différer de son discours, eh bien, il ne va plus comprendre. Lorsque vous allez lui proposer et lui présenter des comptes avec des bénéfices, des déficits, si vous ne suivez pas la même, on va dire, psychologie logique que lui au niveau du CMUP, ça va être compliqué de tenir un discours cohérent et de lui apporter la valeur ajoutée que vous souhaitez au niveau de la mission. Et ensuite, bien sûr, au niveau de la pertinence, c'est vrai que, alors, euh, le CMUP est plus intéressant pour les produits dits homogènes ou interchangeables. J'entends le discours, le Bitcoin n'est pas homogène ou interchangeable. Pour autant, vu l'utilité qu'en ont nos clients et les placements de trésorerie qu'ils en font, on peut l'assimiler quand même à quelque chose de fongible. Donc voilà, donc moi, vous l'aurez compris, je préconise fortement la méthode CMUP par rapport à la méthode PEPS. Après, attention, je préconise si vous n'avez pas encore choisi de méthode et que c'est votre premier exercice comptable, c'est-à-dire si vous avez le luxe de pouvoir choisir la méthode. Maintenant, si vous avez déjà choisi lors des exercices précédents la méthode PES, eh ben, je vous laisse vous référer au principe de permanence des méthodes. Vous devrez rester sur cette méthode-là. Mais du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui sont en train de faire leur premier exercice comptable, eh bien, je vous invite fortement à utiliser cette méthode, sauf cas particulier. Ensuite, on a le rapprochement des balances en quantité crypto. Donc là, on va revenir aux bases. Si vous, un collaborateur, vous transmet un dossier où le 512 ne cadre pas avec le relevé bancaire ou alors qu'il n'y a pas de rapprochement bancaire cohérent, il n'y a aucune raison pour que vous révisiez le dossier. Eh bien là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir comparer un compte 522 par rapport à ce que vous trouvez sur la plateforme, parce que sur la plateforme, nous sommes à la valeur de marché au 31 décembre, alors que vous, dans votre 522, ben, jusqu'au passage des écritures d'inventaire, vous êtes à la valeur comptable. Donc, le seul rapprochement qu'on va pouvoir faire, c'est un rapprochement en quantité de crypto. D'accord? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à rapprocher la quantité de crypto que vous avez dans votre stock. Donc là, moi, par exemple, mon client en stock final, il a 0,098 Bitcoin et à le comparer avec la balance donc, de la plateforme à ce moment-là.
Si vous savez que vos quantités de crypto correspondent, dans ce cas-là, vous enlevez une grosse épine du pied, puisque vos quantités cadrent, c'est-à-dire que vous avez l'exhaustivité des transactions et que vous n'avez plus que deux points essentiels à vérifier, qui sont la récupération des cours, qui est très importante, et la récupération des cours, pardon, et l'affectation, pardon, comptable des différentes transactions. Et une fois que ça c'est fait, vous avez quand même l'exhaustivité de vos transactions et vous pouvez continuer à traiter votre dossier au niveau des écritures d'inventaire et de documenter votre dossier de travail. Donc voilà, ce rapprochement des balances, honnêtement, je vous invite vraiment à le faire. Ça vous évitera d'avoir des surprises lors de l'ouverture de l'exercice suivant. Ensuite, en point numéro 7, nous avons le questionnaire LCBFT. Dans la première partie, je vous ai présenté, moi, la cartographie, et c'est très bien. Mais par contre, il va falloir documenter notre dossier de travail pour montrer qu'on a réalisé les diligences pour répondre à cette obligation de vigilance renforcée. Et pour ça, je vous préconise un questionnaire, donc LCBFT, en 7 étapes. La première, bien sûr, c'est de remplir les informations générales de votre client. La deuxième, c'est les évaluations des risques liés aux opérations, qui va donc avec la troisième, l'évaluation des risques liés au retrait compte courant. Donc ça, vous pouvez en référer à la cartographie que je vous ai présentée pour vérifier sur votre dossier si vous avez des risques qui sont liés aux opérations ou au retrait en compte courant. Au retrait en compte courant, vous pouvez aussi aller directement vérifier, bien sûr, dans votre compte 455, si vous n'avez rien raté. Ensuite, il faut que vous puissiez évaluer les risques liés aux plateformes. Et là, effectivement, euh, vous devrez analyser en fait la plateforme que va utiliser votre client. Vous ne pourrez pas avoir la même approche si votre client utilise des plateformes agréées, des plateformes dont les sièges sociaux sont dans des pays qui sont régulés, par rapport à un client qui va utiliser des plateformes exotiques. De la même manière, il y a aussi des risques liés aux blockchains et aux outils. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des blockchains et des outils qui permettent de, entre guillemets, masquer la traçabilité des fonds en crypto. Donc, si votre client utilise de tels outils ou de telles blockchains, eh bien, il faut que vous le mentionnez, mentionniez. Et cela demande donc une veille technologique de la part du cabinet pour identifier ces différents outils et ces différentes blockchains. Ensuite, il faut que vous puissiez évaluer aussi la formation du collaborateur à LCBFT. Et ça, vous pouvez le retrouver dans n'importe quel questionnaire LCBFT. Et bien sûr, il faut une revue par l'expert comptable. Ensuite, vous devrez donc remplir une annexe comptable. Donc ça, l'ANC 2026 a encore rajouté donc des informations à mentionner. Et donc, on comprend bien que d'un point de vue réglementaire, eh bien, ce qu'on veut, c'est que le lecteur des comptes puisse d'un coup d'œil comprendre ce qui s'est passé au niveau de la stratégie crypto. Et pour ça, il faut que vous remplissiez votre annexe comptable. Donc, cette annexe comptable, elle est grosso modo en 5 étapes. Et vous allez voir que les informations qui sont présentes dans cette annexe, eh bien, elles font référence à tous les points que je vous ai présentés un peu ci-dessus. C'est-à-dire que dans la première partie, on va vous demander, bon, le nombre et le montant des cryptoactifs détenus, OK? Et on va vous demander aussi la méthode de détermination de la valeur vénale. Ce qui implique en fait que vous, en tant qu'expert comptable, ben, vous devez quand même documenter cette méthode de détermination et montrer à quel point eh bien, elle est justifiée pour vous et qu'elle est cohérente. Ensuite, il faut que vous puissiez classifier les actifs. Donc là, moi, j'ai un peu, on va dire, sauté cette partie-là. Pourquoi? Parce que nous nous sommes focalisés sur les jetons non utilitaires, c'est-à-dire ceux qui sont classés en 522. Maintenant, si votre jeton est utilitaire, effectivement, on peut basculer aussi dans une classification en immobilisation. C'est pas le sujet de notre webinaire, mais c'est pour que vous compreniez en fait ce qu'attend le règlement au niveau de l'annexe comptable. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de catégorie d'actifs selon les droits rattachés, utilitaire, non utilitaire. Si l'actif, du coup, s'il est utilitaire, il est amortissable, non amortissable, etc. Ensuite, il faut que vous indiquiez la méthode de valorisation des flux, donc soit PEP, soit CMUP. Et c'est pour ça que si vous avez déjà choisi une méthode et que vous l'avez mentionné dans l'annexe lors de l'exercice précédent, comprenez bien que là aussi, en plus du principe, vous ne pourrez pas changer comme vous le voulez de méthode comptable. Donc, le choix est vraiment très important et ce, dès le début de votre traitement. Et ensuite, il y a des informations complémentaires à mentionner, telles que la motivation de transfert de classification, c'est-à-dire si vous avez un actif qui était utilitaire, qui était en compte de classe 2 et qu'il devient non utilitaire, ben, pourquoi est-ce qu'on le bascule en compte de classe 522 et quelques opérations spécifiques. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations à mentionner et qu'on vous demandait, enfin, pour lesquelles j'ai apporté des points d'attention en haut. Donc, en fait, vous comprenez très vite via cette analyse comptable que vous ne pouvez pas improviser cette mission de présentation des comptes détenant des cryptoactifs.
C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est juste que ça demande une organisation et un processus de votre part. D'accord? Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas non plus ne pas adapter la lettre de mission auprès de votre client et ne pas, euh, on va dire, catégoriser, je vais pas dire catégoriser, plutôt différencier ces honoraires-là de votre mission habituelle. D'accord? Ça demande une telle organisation que vous êtes obligé de revoir en profondeur l'aspect commercial de la mission. Et ensuite, sur les deux points qui vont suivre, donc jusqu'à présent, on a parlé avec notre jargon d'expert comptable, c'est-à-dire qu'on a fiabilisé la mission, on a fait, nous, notre travail de notre côté, on est très content, on a documenté notre dossier de travail, on l'a classé, tout est sécurisé de notre côté. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a vu, mon client? Ben, mon client, jusqu'à présent, il n'a pas vu grand-chose. Mon client, la seule chose qu'il a vu, c'est un avenant à la lettre de mission avec effectivement des honoraires supplémentaires. Donc, si je m'arrête là, ben, effectivement, j'ai potentiellement une mission rentable pour moi, mais j'ai pas une mission à forte valeur ajoutée pour le client. Et là, donc, je vais vous proposer deux éléments supplémentaires pour que votre client soit satisfait. Le premier, c'est l'analyse de l'imposition sur la partie crypto. Effectivement, il va falloir au bout d'un moment que vous déterminiez pour votre client ce résultat marginal crypto. C'est-à-dire que vous allez avoir des comptes de produits qui vont être constatés et des comptes de charges. Donc là, sur ce tableau-là, je vous avais listé les différents comptes de produits et comptes de charges selon les stratégies de votre client. À noter que le règlement de l'ANC 2026 a un petit peu changé cette nomenclature et donc à compter de 2027 et sur option sur les comptes 2026, les comptes de charges et les comptes de produits vont sensiblement changer. La logique reste la même, mais on a des comptes différents à utiliser. Et donc, vous allez déterminer un résultat crypto qu'il va falloir mettre en corrélation nécessairement avec le reste du résultat de la comptabilité. D'accord? Donc, par exemple, mon client, s'il est en bénéfice sur sa stratégie, enfin sur sa stratégie de 100 000 euros, par exemple, je vais devoir le mettre en corrélation, moi, avec son activité normale, entre guillemets, son activité dite générale, si c'est une activité annexe, ou sinon, ce sera son résultat global si c'est une holding patrimoniale. Et il y a quelque chose de vachement important, c'est-à-dire que lors de la restitution, vous allez donc calculer un IS, cet IS sur la partie crypto. Admettons, mon client, donc, qui est en bénéfice de 100 000 euros, il n'a pas le taux réduit parce que sa société a déjà fait un bénéfice de 50 000 euros. Donc, en tout, on va avoir 150 000 euros de bénéfice, 100 000 euros qui sont dus grâce à la partie crypto, ce qu'il a fait de forte plus-value, et 50 000 euros qui sont dus grâce à son activité, entre guillemets, normale. Eh bien, moi, en tant que conseil, je vais devoir lui montrer que son activité crypto a généré 100 000 euros de bénéfices, donc 25 000 euros d'IS, et donc, je vais devoir lui conseiller peut-être de convertir une partie de ses cryptos pour justement pouvoir payer cet IS. Qu'est-ce qui me dit que juste après la clôture, il n'y aura pas donc une forte baisse des cours et que mon client ne sera plus en capacité de pouvoir régler son impôt sur les sociétés. Donc, c'est là où vous apportez une réelle valeur ajoutée. C'est là où vous apportez un réel conseil et où votre client va se dire, non, mais je ne peux pas investir dans les cryptoactifs sans avoir mon expert comptable. Je vous dis pas donc de prendre des décisions sur l'allocation d'actifs, loin de là. Je vous dis juste de, en gros, le conseiller sur la gestion de ses fonds au regard de sa fiscalité. Et là, c'est pleinement notre mission. Et ensuite, en dixième point, c'est l'analyse des indicateurs pertinents. Effectivement, il va falloir que vous montriez à votre client les différents indicateurs de gestion au cours de l'exercice écoulé. Donc pour cela, vous pouvez vous pouvez en prendre certains. Il y aura par exemple l'analyse de la perte latente par rapport au gain latent en fonction du coût moyen d'acquisition des cryptos. Il peut y avoir la valorisation des différents portefeuilles. On peut imaginer aussi une segmentation des produits avec une partie qui correspondent donc au plus ou moins value, une partie qui correspondent au rendement passif. Par exemple, sur les 50 000 euros de produits que vous avez générés cette année, eh bien, il y en a 20 000 qui correspondent au plus ou moins value, il y en a 30 000 qui correspondent au rendement passif. Et là, votre client va se rendre compte à quel point vous avez analysé sa stratégie et ça va pouvoir lui permettre à lui, en fonction des conclusions que vous avez eues sur ce dernier exercice, ben, de pouvoir préparer sa future année et d'arbitrer ces différents investissements. Donc, c'est là où vous retrouvez, vous, à la fois une mission rentable et votre client une mission à forte valeur ajoutée. Et c'est là où vous allez pérenniser cette mission-là. D'accord? Parce que aussi, il faut pas se le cacher, une fois que vous avez mis en place toute cette mission-là, votre but, c'est que le client continue à investir année en année pour que vous puissiez capitaliser sur l'organisation du cabinet que vous avez mis en place. Et donc ça passe par justement ces deux derniers éléments que je vous ai montrés, de sorte que lors du rendez-vous client,
votre client en fait puisse repartir avec des livrables, puisse repartir avec des informations concrètes, avec quelque chose qui lui semble atteignable. Vous voyez, que vous parliez le même langage que lui. Donc, on en a fini pour nos 10 points à analyser. Nous allons voir maintenant comment industrialiser vos missions crypto. Parce qu'effectivement, il est possible que cette année, vous traitiez donc vos dossiers de manière artisanale, mais vous vous rendez compte que c'est très chronophage. Et donc, pour vous, il faut industrialiser vos missions crypto pour qu'elles soient rentables pour vous et pour que, en gros, vous formalisiez un peu plus le tout pour que vos clients soient aussi pleinement satisfaits et se rendent compte que la mission est à forte valeur ajoutée. Bien, pour cela, il y a deux processus à mettre en place. Le premier, c'est un processus organisationnel et commercial. C'est-à-dire que, et vous l'aurez compris, vous allez devoir définir le périmètre de la mission. Est-ce que je m'occupe des particuliers? Est-ce que je m'occupe des sociétés à l'IR? Est-ce que je m'occupe des sociétés à l'IS? Est-ce que je m'occupe des jetons non utilitaires? Est-ce que je m'occupe des jetons utilitaires? Voilà. C'est quelques critères pour que vous définissiez bien le périmètre de la mission. Aussi se pose la question, est-ce que je vais les conseiller pour le choix des portefeuilles? Est-ce que je vais les conseiller pour le choix des plateformes? OK? Une fois que vous aurez déterminé ça, vous allez pouvoir formaliser votre lettre de mission. Donc, et là, ajouter les différentes clauses que je vous avais indiquées tout à l'heure. OK. Par la suite, il va falloir mettre en place un questionnaire client standardisé. Et ça va être principalement pour déterminer les stratégies que votre client utilise et que vous, d'un point de vue organisationnel, vous puissiez en fait vous organiser. Un collaborateur qui a un peu plus de temps va pouvoir traiter une personne qui réalise une stratégie de trading. Quelqu'un qui avait un peu moins de temps, bon, ben, je vais lui confier la stratégie de hold. Voilà. Ensuite, il va falloir que vous formiez vos collaborateurs. Donc là, le discours que j'ai eu juste après, c'est comme si vous aviez formé un petit peu tous vos collaborateurs sur les sujets crypto. Et ça, c'est à vous de déterminer. Est-ce que vous souhaitez que ce soit un pôle crypto qui soit au sein de votre cabinet? Est-ce que vous souhaitez que tout le monde ait des connaissances crypto? Donc ça, c'est à vous de former vos collaborateurs. Et pour ça, j'en réfère donc au certificat en partenariat avec Force Patrimoine. Et ensuite, et surtout, il va falloir que vous choisissiez un logiciel de traitement dédié. Et pourquoi je mets ce logiciel de traitement dédié en rouge? Ben, parce qu'en fait, à lui tout seul, il constitue le processus technique, qui est un peu le fondement de toute votre mission. Et là, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut que votre logiciel sache faire. Il va falloir qu'il puisse connecter vos portefeuilles, les portefeuilles de vos clients, ok, pour pouvoir récupérer en API, parce que vous allez très vite vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir à chaque fois demander aux clients de vous exporter les différents exports de transactions. Certains vont pas savoir le faire, certains vont mettre du temps à vous le fournir, certains vont vous fournir quelque chose qui va pas correspondre, certains vont vous demander de les guider sur les plateformes. C'est quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas entendable en période fiscale. Donc, vous allez devoir choisir un logiciel qui permet de connecter les portefeuilles. Ensuite, il faut que ce logiciel permette la reprise des stocks antérieurs. Parce que c'est possible que vous ayez déjà réalisé la mission de manière artisanale. D'accord? Donc, il faut votre logiciel puisse couvrir tous les cas. C'est-à-dire qu'il puisse couvrir le cas de si vous n'avez pas fait le traitement crypto depuis 2, 3 ans, il faut qu'il soit en capacité de le faire. Il faut qu'il soit en capacité de reprendre donc la comptabilité alors que vous l'aviez vous-même réalisé en dehors du logiciel auparavant. Et troisième cas, ben, le cas le plus simple, il faut qu'il puisse vous accompagner dès le début de la mission, c'est-à-dire que si vous vous lancez en 2026, qu'il puisse vous accompagner dès l'ouverture des portefeuilles de votre client. Ensuite, il faut qu'il puisse vous faire un rapprochement des comptes crypto, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, non pas en euros, mais en quantité crypto, histoire que vous ayez le parallèle de ce que vous avez en rapprochement bancaire dans vos dossiers traditionnels, et bien que vous ayez la même chose pour vos dossiers crypto. Il faut qu'il puisse vous accompagner dans l'affectation des transactions, donc avec une sorte de pré-comptabilisation, comme on a un peu l'habitude maintenant de le voir avec les logiciels nouvelle génération, tout en vous laissant la main à vous pour valider ou pas cette préaffectation, ou pour choisir quelle affectation est la bonne avec votre client. Il faut qu'il puisse vous permettre une gestion automatisée des stocks en fonction de ce que vous aurez choisi comme méthode, CMUP ou PEPS, pour que vous puissiez avoir un calcul fiable des plus ou moins values. Il faut qu'il vous récupère, et ce de manière automatique, la grande majorité des cours au niveau des cryptos. Je ne dis pas qu'il y a quelques cryptos exotiques qu'on n'a jamais vus et que votre client utilise, où là, il faudra peut-être renseigner les cours de manière manuelle, mais il faut que ce soit très marginal, puisque ça, c'est un temps énorme au niveau du traitement de la mission. Il faut qu'il puisse vous passer les écritures d'inventaire, d'accord? Donc, mes gains latents, mes pertes latentes, mes provisions éventuelles. Il faut qu'il vous accompagne dans la rédaction de l'annexe comptable, parce que, mine de rien, toutes les informations que je vous ai listées en annexe comptable, si vous commencez à les rédiger à la main, vous vous rendez compte le temps que ça vous prend? Alors qu'en réalité, toutes les informations sont mentionnées dans la comptabilité. D'accord?
Donc, avec un bon paramétrage, il est très facile d'avoir une aide pour vous accompagner dans la rédaction de cette année comptable et vous faire gagner un temps considérable. Ensuite, il faut qu'il puisse vous accompagner dans le questionnaire LCBFT. On sait que c'est une étape qui va forcément devoir être faite pour dans votre dossier de travail. Donc, autant qu'elle soit intégrée directement dans votre lettre de mission, enfin, dans votre mission, pardon. Et ensuite, il faut que, naturellement, tout ce que vous faites sur ce logiciel-là puisse être intégré dans votre comptabilité générale, soit en connexion, soit avec un export FEC. Et enfin et surtout, et ça c'était l'objet des deux derniers points, il faut qu'il puisse vous permettre une restitution au niveau du client avec différents indicateurs de gestion, de sorte que tout ce processus-là, qui est fiabilisé et qui est construit dans votre cabinet, se ressente au niveau de votre client. D'accord? Donc voilà, c'est quand même une bonne dizaine de points que le logiciel doit être en capacité de faire pour vous permettre à vous d'avoir une mission sereine et d'accueillir vraiment les dossiers crypto au sein de votre cabinet. Donc voilà, on a un peu fini notre webinaire. On respecte à peu près le temps et on va passer aux questions-réponses. Eh bien, je Alors, vais commencer par la première question, Anthony, si tu veux bien, parce qu'on parle d'organisation. Donc, du coup, combien de transactions, à partir, pardon, de combien de transactions peut-on considérer que nous sommes sur un volume important? en fait, il y a pas de règle qui détermine donc si on est sur un volume important ou pas, dans le sens où vous prendrez par exemple une stratégie de stacking, c'est-à-dire que je mets à disposition des fonds et je vais recevoir donc des récompenses de manière régulière. Et ça, ces récompenses, je peux les recevoir de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle. Et donc, je peux avoir des volumes très importants. Pour autant, si j'utilise le bon logiciel, ces flux entrants seront traités automatiquement. Et donc, moi, dans ma mission, j'aurais pas ce ressenti-là d'avoir un volume important de transactions. Donc, en fait, c'est pas vraiment le volume qui va le plus compter, mais c'est vraiment l'automatisation et la diversification des méthodes que va utiliser des méthodes, pardon, des stratégies que va utiliser le client. Voilà. Donc, c'est pas vraiment en quantité de transactions qu'il faut compter, mais plutôt en automatisation. Exactement, en fait, ce qu'on ressent sur les dossiers aujourd'hui. Question complémentaire avant de passer sur la fiscalité. Je vais donc dans une holding de mon client investi. Il investit donc en crypto sur du long terme et il investit 500 euros mensuellement. Dans quel compte je le place? Je le mets en 522, je fais quoi? En fait, il va falloir se référer à l'intention d'utilisation. Donc, c'est-à-dire que là, de ce que je comprends, donc le client donc investit en DC à long terme 500 euros par mois. Donc, si cet investissement est fait enfin, pour spéculer, bien sûr que ça va être en 522. Donc, ça va être en instrument de trésorerie. Ça va être comptabilisé. Il faut toujours se référer à Ok, l'intention qu'a la société d'utiliser cette crypto. merci. Est-ce que le spread d'une transaction est considéré comme frais de transaction? J'ai sauté la fiscalité, je te laisse la fiscalité pour Euh, la. est-ce qu'il faut- Oui, oui, tout à fait. Ok, eh ben on va entrer dans des questions fiscales. Mhm. Une question qui vient de La Réunion. L'écart en valeur, si rapprochement à la clôture s'opère sur les quantités, l'écart en valeur au cours de la clôture s'analyse comme un écart de conversion. Est-ce qu'il est fiscalisé ou serait-ce des plus-values latentes non comptabilisées, tandis que le seul écart négatif donnerait lieu à une provision? Ok, je vois qu'il y a plusieurs questions un peu sur ce sujet-là, donc je C'est vais y ça. répondre un peu de manière globale. Euh, à la clôture, effectivement, vous devez comptabiliser le gain latent et les pertes latentes. D'accord? Ils se font par des comptes de transition, mais par contre, ils ne sont pas fiscalisés. D'accord? Pour l'instant, le gain latent et la perte latente. Le seul qui peut être déductible, c'est la perte latente qui serait donc avec une provision. Il serait passé avec une provision pour risque. Donc, en résumé, moi, je comptabilise donc mes cryptos au cours d'acquisition, d'accord, au fur et à mesure de l'année. À la fin de l'année, effectivement, cet écart, l'écart qu'il va y avoir par rapport à la valeur de marché,
je le passe en gain latent ou en perte latente. Et ensuite, si perte latente il y a, dans ce cas-là, je passe une provision pour risque. Mais le gain latent n'est pas fiscalisé. Seule la perte latente donne lieu donc à une provision pour risque avec un compte de charge. Mais mes écritures de gain latent et de perte latente ne viennent pas toucher mes comptes 6 et mes comptes 7. D'accord? J'ai une question. Si nous sommes dans le cas d'un jeton non utilitaire, la théorie voudrait que nous ne dépassions pas la limite de 10% du chiffre d'affaires de l'activité ordinaire. Comment maîtriser ce risque? Sincèrement, je comprends pas la question. 10% du chiffre d'affaires, je pense qu'on fait référence au fait que ce soit une activité annexe. Et je crois qu'on est dans les sociétés. Là, je pense qu'on parle des sociétés semi-transparentes où on a, nous, notre chiffre d'affaires, donc effectivement ordinaire, et on vient ajouter donc le chiffre d'affaires d'une activité annexe. Mais là, moi, si je suis dans le cas d'un jeton non utilitaire, bah, déjà, mon chiffre d'affaires, il n'est pas touché. Ça, c'est sûr. Euh, Parce qu'en réalité, un jeton non utilitaire, moi, c'est un placement de trésorerie. Donc, c'est pour ça que je comprends pas bien la question. Ouais. Les sociétés patrimoniales à lire, on a dit qu'aujourd'hui, on bottait en touche hein, tout ce qui concernait l'IR. On s'est focus sur l'IS sur ce webinaire. La 3916, effectivement, hein, j'avais plein d'autres questions. Comment solde-t-on le compte 580 évoqué tout à l'heure, lié enfin, en raison, pardon, des variations de cours? Tout à l'heure, tu as évoqué que Et bah, oui. peut-être que Mais- selon ma méthode, mon 580 ne serait pas soldé. Et ouais, en fait, le problème, c'est que s'il n'est pas soldé, c'est parce qu'effectivement, on a des écarts au niveau des cours. Alors, je reconnais hein, que c'est pas évident de trouver les cours parfaits pour arriver vraiment à la conversion, au centime près. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, ce sont en fait des lettrages. Donc, tout dépend le montant, mais bon, 658, 758, écart de lettrage. OK. Autre question. Donc, oui, à la différence du particulier dont les plus-values ne sont pas imposées, pardon, lorsqu'il y a effectivement échange entre crypto, mais à une imposition lorsque je reviens en monnaie fiat. La société qui réalise des transactions type échange entre crypto, est-ce que je suis imposé? Est-ce que je dois déterminer les plus et moins-values réalisées dans ce cadre à chaque opération? Et oui, je suis dans les plus-values professionnelles. Donc là, effectivement, à chaque fois que j'ai une conversion en crypto, je dois effectivement procéder au calcul des plus ou moins-values. À la différence, en fait, du régime des particuliers, où là, par contre, j'ai 150 VH bis qui en gros m'exonère du calcul de plus ou moins-value sur des échanges crypto-crypto et qui me permet de ne le calculer que lorsque je reviens en fiat. Je crois qu'on a fait un peu le tour puisque le temps est compté et donc nous avons fait le tour des questions. Euh, Concernant les logiciels, la seule chose qu'on peut effectivement vous préconiser, c'est d'avoir un logiciel euh, français, élaboré en France avec de la sécurité en France, idéalement pour qu'il y ait une comptabilité qui soit adaptée. Il existe un grand nombre de logiciels aux États-Unis. Attention, ils ne sont pas forcément toujours adaptés pour la comptabilité française. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Vous aurez vite trouver sur Internet les quelques acteurs que vous pourrez trouver. Euh, on reviendra, on garde vos questions et on reviendra individuellement si vous nous avez bien laissé votre adresse mail ou en commun si d'autres souhaitent sur les autres questions. Merci Anthony. Je vous rappelle que Anthony animera 3 jours de formation. On rentrera beaucoup plus dans le détail puisque en 3 quarts d'heure c'est un peu limite, mais on rentrera dans le détail avec Anthony début juillet pour la formation Expert Crypto. Merci de votre présence. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anthony. À très bientôt. Merci Fred pour l'invitation. À bientôt. Bonne journée à tous.